Les archives d'Afrique, Alain Foka. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Les normes de développement que l'on nous impose sont des normes qui sont valables ailleurs et pas toujours valables en Afrique. Je constate que le débat avec l'Afrique se passe toujours à travers les mêmes canaux qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas évoluer. Or, l'Afrique a changé, l'Afrique a évolué. L'Afrique d'hier est une Afrique qui était essentiellement représentée par, j'allais dire, des grands électeurs. Aujourd'hui, la plupart des Africains sont devenus les grands électeurs. Et c'est avec cela qu'il faut compter. Oser inventer l'avenir, rompre avec le statu quo. C'était cela son projet pour son pays lorsqu'avec 3 autres capitaines de l'armée, il prend le pouvoir et instaure une révolution dans ce territoire qu'il va baptiser Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Un idéal qui, depuis le 4 août 1983, a considérablement modifié le visage de ce territoire de 274 200 km², sans richesse minière, brûlé de part en part par le soleil, 9 mois par an. C'est le pays tout entier, à travers les différents organes populaires créés pour accompagner cette révolution, qui sur l'ensemble du territoire se déploie, travaille, cultive, organise, structure et distribue à chacun les tâches et les rôles à lui dévolus. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Il n'y a pas de plus grand fétiche que le peuple. Le fétiche le plus puissant, celui que l'on ne pourra jamais vaincre, c'est le peuple. Le peuple a effectivement pris le pouvoir. Le fétiche du peuple opère puisque partout il travaille. Il s'investit dans les projets de toutes sortes. Construction de barrages, des écoles, des dispensaires, des puits. Une bataille du rail a même été lancée après la réticence de la Banque mondiale à financer ce projet. Chaque Burkinabé et même les amis de la révolution de passage dans le pays ou invités pour le festival panafricain du cinéma sont sur le chantier. Chacun travaille au moins à poser un rail, des traverses ou préparer des remblais. Mais le projet du chemin de fer du Sahel, la bataille du rail, comme nous l'appelons à Ouagadougou, qui doit nous conduire de Ouagadougou jusqu'à Tambao, vise à désenclaver la région nord, vise également à exploiter les richesses qu'il y a là-bas au nord, à Tambao, le manganèse. Et ce projet se poursuivra, nous le poursuivrons toujours. Le chemin de fer que nous envisageons de réaliser ne vise pas seulement à désenclaver le nord du Burkina Faso. Au contraire, nous avons l'ambition de desservir le Niger et le Mali. Les contacts ont été pris et tout récemment, je m'en suis entretenu avec les chefs d'État du Niger et du Mali pour leur montrer l'intérêt qu'il y aurait à ce qu'un chemin de fer allant jusqu'à Tambao, nord Burkina, puisse bénéficier de 2 bretelles, une vers le Niger, une vers le Mali. Celle du Mali irait initialement à Ansongo et par la suite un peu plus loin. Celle du Niger pourrait aller jusqu'à Tera et à Niamey. Donc nous engageons des pourparlers dans ce domaine-là, parce que nous n'avons pas pour intention de nous développer de façon isolée, de façon léthargique, mais au contraire, de façon extravertie. Produisons, consommons burkinabé. C'est le mot d'ordre qui oblige d'ailleurs les fonctionnaires à porter le faso d'Anfani. C'est l'habit traditionnel que l'on oblige les agents du service public à porter 2 fois par semaine au travail ou lors des cérémonies officielles. Une décision qui vise à valoriser la culture nationale. Ce qui va d'ailleurs amener les femmes à se lancer en masse dans le filage et le tissage. Le coton étant l'une des principales productions agricoles du pays. Édouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur. Je me suis marié en 71, mais je me suis marié en tenue traditionnelle. Parce que je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi nous allons nous marier en smoking ou en costume cravate? Ben, nous avons aussi notre tenue, on le fait. J'étais en tenue traditionnelle, mon épouse était en tenue traditionnelle et non pas en voile. Vous voyez, il y a un certain nombre d'idées forces comme ça que nous partageons tous. Dans la capitale et les autres centres urbains à travers le pays, en plus de nombreux monuments qui fleurissent à la gloire de la Révolution, on se mobilise dans la bataille du rail. Édouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur. Nous disions aussi, mais écoutez, si les capitalistes ne veulent pas nous donner les moyens pour faire Tambao, on va le faire par les investissements humains. Pendant les vacances, nous tous étudiants, on se met au travail et on mange à la popote commune à midi et on monte avec les rails jusqu'à Tambao. Voilà des idées que étudiants, sans être forcément révolutionnaires, ont partagées. Dans les grandes villes du Burkina, notamment à Ouagadougou, de nouveaux quartiers sont nés. Les cités de l'an 1, de l'an 2, de l'an 3. La plupart des quartiers populaires ont été reconstruits.
Il a même été décidé une distribution des parcelles de terre sous l'égide des comités de défense de la Révolution, les CDR. Luc Marius Ibriga, professeur à l'université de Ouagadougou. La question du logement a été prise en compte et c'est sous la Révolution que le commun des Burkinabés peut avoir une parcelle pour se construire une maison. Parce que la plupart des gens étaient dans ce qu'on appelle les zones non loties et ne rêvaient même pas d'avoir une parcelle. Et donc, il y a eu aussi les logements sociaux qui ont été construits et qui font que depuis lors, on n'a plus eu un système d'aide à l'accès au logement. Au Burkina Faso, on vit au rythme de la révolution, avec une diminution drastique du niveau de vie des populations, mais également des pouvoirs publics. Diminution des salaires, prélèvement pour le soutien à la révolution, suppression de nombreux avantages. Le président du Faso n'est pas épargné non plus, ce qui va créer quelquefois des situations cocasses, comme ce chèque sans provision qu'il émet à un parent et qui va revenir avec la mention de la banque « Camarade président, nous sommes au regret de ne pouvoir honorer votre chèque, votre compte n'étant pas suffisamment provisionné ». En fait, appartenir au gouvernement ou au régime en place n'apporte pas de réels avantages financiers, puisque les règles sont assez strictes et verrouillées. Ainsi, par exemple, le coût de réparation de chaque Renault 5 ministériel est régulièrement révélé. On dénonce les ministres qui ont accepté une première classe dans un avion. Dans l'équipe au pouvoir, c'est le ministre de la Défense, Jean-Baptiste Boukari Lengani, qui a le plus gros salaire mensuel. Moins de 200 000 francs CFA, soit 300 €, parce qu'il est le plus ancien dans le grade le plus élevé. Thomas Sankara a le 3e salaire après le commandant pharmacien Abdou Salam Kaboré. Les ministres civils, eux, ont également conservé leurs salaires antérieurs de fonctionnaires. En tant que membres du gouvernement, tous sont censés bénéficier d'indemnités de fonction. Mais ils ne les perçoivent pas puisque toutes les gratifications sont versées dans la caisse spéciale destinée à financer les projets d'investissement. En réalité, les ministres burkinabés tirent le diable par la queue, surtout lorsqu'ils sont en mission, obligés de descendre dans des hôtels des quartiers populaires ou chez de lointains parents. Comme ce ministre en mission à Addis Ababa, il va à l'ONU représenter Thomas Sankara. Il est obligé de descendre dans l'hôtel le Blue Nile, situé en plein cœur d'un quartier populaire, parce qu'il ne coûte que $20. Même le chauffeur de la Mercedes mise à sa disposition par le gouvernement éthiopien n'était pas très rassuré lorsqu'il venait le chercher chaque jour. Thomas Sankara estime plus nécessaire, plus urgent de construire les maisons pour sa population, des dispensaires, que de s'occuper d'améliorer les conditions de ses collaborateurs et des ministres. Ainsi, il va refuser l'aide de Christian Nucci, le ministre français de la coopération, qui lui propose de fournir des voitures de fonction à tous ses ministres. Il demande à la place des camions pour transporter des produits agricoles. François Mitterrand lui propose des armes. Il préfère à la place un don en engrais chimiques et en matériel agricole. Commandant pharmacien Abdou Salam Kaboré. Moi, j'ai passé 4 années au gouvernement, j'ai toujours touché mon salaire de pharmacien commandant. Salaire de ministre, je ne connais pas. Et lorsque nous partions en mission, nous était donné que lorsqu'on avait des récompenses, en fait, des petits cadeaux, on les rapportait. Par exemple, je vais au Gabon, le président Bongo dit, bon, monsieur le ministre, il y a un magasin d'art à côté, achetez-vous une babiole, 2 millions, il les met dans ma poche. Je viens avec les 2 millions, je les mets dans la caisse de solidarité révolutionnaire. Et ça, nous l'avons fait plusieurs fois. C'est vrai que ça finissait par peser sur les gens. En effet, cette austérité, ce modèle plutôt sobre, s'il séduit la population et les observateurs étrangers, plutôt habitués au luxe des ministres africains, s'il fascine et attire la presse internationale, il suscite dans le même temps de plus en plus l'opposition de quelques personnalités, de certains cadres dans le pays, qui dénoncent ces signes extérieurs de pauvreté. Ceux qui organisent le boycott de l'économie du Burkina Faso, c'est la petite bourgeoisie du Burkina Faso. La petite bourgeoisie du Burkina Faso, c'est la cible. Il faut qu'elle accepte, qu'elle s'adapte à la révolution. C'est la lutte des classes. Jean-Marc Palme, ancien cadre de la Révolution proche de Blaise Compaoré. Bon, je pense qu'en fait, on a utilisé un ensemble de termes tels que par exemple la bourgeoisie, etc. À mon avis, c'était excessif, ça ne correspondait pas réellement à une réalité. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y avait une certaine couche de population qui utilisait la société, qui utilisait l'État en fait, pour s'engraisser et s'enrichir. De par leur position, ils pouvaient avoir soit accès à un ensemble de profits, mais je ne pense pas que ça aille au-delà. En fait, là, lorsqu'on a fait les TPR, les tribunaux populaires de la révolution sous le CNR, on s'est rendu compte de la réalité. Les gens n'étaient pas aussi bourgeois, n'étaient pas aussi riches que ça. C'était finalement un mythe. Fidel Kientega, conseiller diplomatique et chef du département affaires politiques de Thomas Sankara. L'important n'est pas dans les biens accumulés ou en petitesse ou en grande quantité par cette bourgeoisie, mais c'est ramener ça à l'échelle du Burkina ou de la Haute-Volta à l'époque. C'était la même chose, avec ce sentiment
sentiment d'exploitation, avec ce sentiment de gens qui sont faits pour être, comment dirais-je, au service des autres, sans en tirer quelque chose pour eux-mêmes et pour leur famille, pour l'avenir de la nation. C'était cela le symbole que Thomas combattait. Ce symbole, cette bourgeoisie, il va la combattre en multipliant les mesures pour l'obliger à redistribuer leurs biens, ce qu'ils auraient, selon la Révolution, accumulé sur le dos du peuple. De ce point de vue, d'ailleurs, je me rappelle ce qu'il disait en citant aussi quelqu'un dont je ne me rappelle plus le nom, je crois que c'est Honoré de Balzac. Il a dit ici que le secret des grandes fortunes sans cause apparente est un crime oublié parce qu'il a été proprement fait. C'était une conviction qu'il avait que tout ce qui est grande richesse, à peu de choses près, c'était aussi sur la sueur des autres qu'elle était bâtie. Et c'était de ce point de vue une injustice qu'il voulait combattre. Ainsi, les textes vont se multiplier dans le sens de les fragiliser, comme ce décret à la radio qui décide de la gratuité des logements pour l'année 1985. Une décision qui va pénaliser les propriétaires. Jean-Marc Palme, ancien cadre de la Révolution. En réalité, le problème de la gratuité des loyers à un moment donné, c'était une conjoncture précise. Thomas avait besoin d'argent pour régler des dettes pressantes. Il ne savait pas comment faire. Et c'est là, il est passé par ce moyen. Je ne vous dirai pas quelle dette c'est. Bon, parce que si je dis quelle dette c'est pas... Et il y avait des dettes, il était pris à la gorge, il fallait rembourser. Donc, comment? Il a trouvé ce moyen. On déclare gratuit les maisons. Ceux qui ont des maisons, ils laissent le loyer à la population et au gouvernement. Et le gouvernement, à travers justement donc ces loyers versés, pouvait donc payer, faire honorer la dette qui était pressante. Mais on a trouvé, c'est politique, on a trouvé le fil de dire qu'on a utilisé ça par exemple pour des investissements. On a dit c'est la CEPI. Ça a même failli créer un incident parce qu'il y a une ambulance qui était le fruit de la coopération avec la France où on a mis CEPI, enfin l'ambassadeur de France s'est gendarmé. Bon, ça, disons, c'est des petites subterfuges qu'on utilisait. Mais à ce qui concerne, par exemple, les trois maisons, jusqu'à présent, à moins que je me trompe, la loi ne permet pas à quelqu'un jusqu'à présent d'avoir plus de 2 terrains dans la ville. C'est vrai, l'autre réforme importante en matière foncière est la redistribution des terrains, des lots. Elle interdit à toute personne de posséder plus d'une parcelle dans la ville. Une mesure qui permet à tous les citadins de pouvoir se loger à peu près décemment. Luc Marius Ibriga, professeur à l'université de Ouagadougou. Pour ma part, ma famille a été spoliée à ce niveau, puisque mon papa avait un terrain avec un titre foncier, mais on est revenu, on a retiré le terrain, on a parcellé le terrain, on a attribué à des gens qui n'étaient même pas dans la zone, qui ont eu 2 parcelles sur ce terrain. Et à nous, un terrain pour lequel on a parcellé, ça faisait plus de 30 parcelles. On nous a donné une seule parcelle. Il a fallu qu'on introduise une requête, alors que les titres fonciers n'étaient pas annulés à l'époque, pour pouvoir, plus de 15 ans après, avoir un dédommagement. Redistribution des parcelles, redistribution des terres. Édouard Ouedraogo, directeur de publication de l'Observateur. Oh, là aussi, c'est un petit slogan, parce que s'il s'agit des terres agricoles, il n'y avait pas de problème de terre au niveau du Burkina Faso, au niveau de la Haute-Volta. Nous ne sommes pas un pays où il y a des choses, de grands propriétaires, des Lati, Fundiala, etc., comme en Amérique latine ou comme en Asie. Non, au niveau de la Haute-Volta, il y avait encore de la terre pour tout le monde. Et je pense qu'au niveau même des révolutionnaires, il y avait un débat dessus. Il y en a qui pensaient qu'il fallait plutôt encourager la naissance de l'agro-business pour prolétariser même des paysans. Il y en a qui disaient non, au contraire, il faut plutôt que les paysans travaillent la terre, etc., etc. Mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'à l'époque, ceux qui voulaient travailler la terre manquaient vraiment de quoi le faire. Étant donné les conditions climatiques du Burkina Faso, les terres étaient vraiment peut-être à la discrétion de tous ceux qui voulaient la travailler. Il nous faut déplorer que tout au long de cette année qui s'est écoulée, bien de gens au Burkina Faso aient encore continué de croire que l'on peut indéfiniment et impunément défier la révolution. Cela nous a placés dans l'obligation de leur dire de façon ferme, donc de les sanctionner, que la révolution est sacrée, que la révolution ne doit point subir la provocation. Si leur nombre décroît, malheureusement, quelques irréductibles persistent et qui nous mettent dans l'indélicate position de devoir dire ce que la révolution leur réserve comme mesure répressive. Parce que la révolution est pour protéger le peuple et non pour sanctionner. Mais chaque fois que nous l'avons fait, chaque fois que nous avons été contraints de le faire, nous l'avons fait dans le seul intérêt de notre peuple. C'est pourquoi nous savons que chacun nous comprendra lorsque certains éléments
dits de gauche, certains éléments dits révolutionnaires, mais en réalité contre-révolutionnaires, se sont mis dans la position d'être sanctionnés. Nous avons dû sanctionner tout en tendant la main et nous continuerons de le faire. Mais également, nous demandons à chaque militant, à tous les militants, de comprendre que lorsque la révolution applique sa clémence, sa magnanimité, cela n'est point faiblesse. Bien au contraire, cela est l'application d'une ligne claire. Cela est l'application du respect des peuples. Cela est l'application de la conviction que nous pouvons transformer chacun, pour peu que nous en ayons la volonté et la détermination. Et de la détermination, il en a, Thomas Sankara. Il est décidé à transformer le visage de son pays, à mettre les Burkinabés résolument au travail, à changer les mentalités. C'est pourquoi il s'emploie à être sur les chantiers et à extirper avec l'aide des CDR, les comités de défense de la Révolution, les mauvais fonctionnaires, les faux employés du service public, ceux qui profitent du système. Il va les libérer. C'est ce qu'on va appeler au Burkina Faso les dégagements. Les employés indélicats, les paresseux, les patrons vont connaître des moments difficiles. Mais le président du Faso, avec ce train de mesure, avec ses coups de pied dans les différentes niches, ne se fait pas que des amis. Et si en plus dans son propre camp, quelques-uns profitent du système, la situation risque de se compliquer un peu plus pour lui, comme nous allons le voir la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Thomas Sankara. Les mois qui vont suivre s'annoncent tendus pour le chef de la révolution burkinabé. Archives d'Afrique. Le jeu. Voici venu le moment que beaucoup d'entre vous attendent désormais avec impatience et frilosité. Celui du jeu Archives d'Afrique qui vous permet chaque semaine de gagner le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. La semaine dernière, il fallait reconnaître l'auteur de ces propos. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que s'il n'y a pas un traître dans le foyer, le sorcier du dehors ne peut jamais vous atteindre. Vous êtes des milliers à avoir reconnu le président Gnassingbé Eyadema qui a dirigé le Togo de 1963 à 2005. Les 10 premières bonnes réponses sur notre page Facebook, puisque cette semaine on ne jouait pas par téléphone en raison d'un souci technique, sont Balbin Cristal Deguenon, Alabi Kofi, Agama Tomfe, tous les trois à Lomé au Togo. Koudou Ernest Wedji, à Abidjan en Côte d'Ivoire. Gérald Trésor Abassé à Samagan, à Thiès au Sénégal. Célestin Tilek à Douala au Cameroun. Saïd Younous N'Djamena au Tchad, Awalid Ben Khalid à Maroua au Cameroun, Mahamadou Diomandé à Abidjan en Côte d'Ivoire et Soumouna Iliassou à Niamey au Niger. Voilà pour les gagnants de la semaine qui recevront à leur adresse postale le coffret Archives d'Afrique, les leaders africains du XXe siècle, volume 2, avec une dédicace personnelle. Cette semaine, c'est peut-être à votre tour de gagner ce merveilleux cadeau en reconnaissant vous aussi l'auteur de cette phrase. Notre pays s'effondre. Le régime détesté qu'il exploite depuis tant d'années s'est décomposé. Depuis 14 ans, le pays a été exploité par celui qui s'en est fait proclamer empereur et qui, de plus, a rabaissé notre patrie aux yeux du monde par ses excès, son ridicule, sa folie de grandeur qu'il a entièrement ruiné. J'ai pris la décision de rétablir la République centrafricaine et de vous appeler officiellement à vous unir à moi, aujourd'hui, pour renverser la monarchie de Bokassa. Un peu facile. Qui est ce personnage marquant de l'histoire de l'Afrique ? Tout de suite donc, à vos ordinateurs. Malheureusement, la question technique du répondeur d'Archives d'Afrique n'a pas encore été résolue. Alors pas de téléphone encore cette semaine. À vos ordinateurs donc. Les 10 premières bonnes réponses sur notre page Facebook Archives d'Afrique recevront chez elles le coffret Les leaders africains du XXe siècle, volume 2. Je rappelle bien sûr qu'il faut en plus de la réponse nous préciser votre nom et l'adresse postale précise à laquelle nous ferons parvenir votre coffret. Nous laissez également votre numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre. À vos ordinateurs. Et n'oubliez pas que vous avez également la possibilité de réécouter l'émission sur le site de RFI et de continuer de réagir comme vous le faites sur notre page Facebook. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de la série d'Archives d'Afrique consacrée à Thomas Sankara. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Bonne fin de week-end. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NSIA Assurance et Banque, présent dans 12 pays d'Afrique subsaharienne.